bienvenue dans ce premier épisode du Journal des espèces. Nous nous trouvons actuellement dans le Jura, un paysage magnifique et tout à fait à propos car aujourd'hui, nous nous sommes invités sur le territoire du lynx boréal. Alors, est-ce qu'on peut cadrer sur notre ami? Voilà. C'est beau, hein? Quel charisme. Bon, et on remercie chaleureusement le public qui est venu assister à notre émission. Bonjour! Alors, aujourd'hui, pour nous parler du lynx boréal, mais aussi pour nous informer des menaces qui pèsent sur sa viabilité, j'ai l'immense plaisir de recevoir Chloé, chercheuse et représentante de l'ESCO. Mais alors, première chose, qu'est-ce que c'est au juste l'ESCO? Bonjour à tous et merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous! Alors, l'ESCO, ça veut dire expertise scientifique collective. Nous sommes une équipe large qui rassemble des écologues, des biologistes, des sociologues, des géographes et un juriste. Nous avons réalisé une étude de la viabilité du lynx boréal en France, commandée par l'État. Une équipe qui regroupe des profils variés. Alors, pour commencer, on pourrait peut-être dresser un état des lieux. Où en est le lynx ? Alors, le lynx est le plus grand félin sauvage d'Europe et il est présent un peu partout sur le continent ainsi que sur toute l'Eurasie. Il avait complètement disparu en France au début du XXe siècle, mais des individus ont été relâchés dans plusieurs pays d'Europe à partir des années 70 et son aire de présence a progressivement augmenté jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est super! L'espèce est protégée en France et l'État a lancé un plan national d'action en sa faveur. Aujourd'hui, on le trouve surtout ici, dans le Jura, et aussi dans les Vosges et les Alpes. Mais cette population de lynx fait face à plusieurs problèmes qui menacent sa viabilité à long terme. Ah mais quel problème si l'espèce est protégée? Les populations d'Europe de l'Ouest sont petites et peu diversifiées génétiquement, car elles descendent toutes d'un nombre très limité d'individus qui ont été relâchés. En plus, elles sont isolées les unes des autres. Cet isolement crée un problème de consanguinité, qui augmente génération après génération et qui diminue les chances de survie et le succès de reproduction. Oh là, vous nous inquiétez? Est-ce que le lynx pourrait disparaître? Alors, pour vous rassurer un peu, on aura toujours des lynx en France dans les 10 prochaines années. Mais avec l'ESCO, nous devions voir plus loin et nous avons étudié la viabilité du lynx sur le long terme, jusqu'en 2130. Vous avez fait des prévisions, en quelque sorte. Plutôt des projections. Le suivi des populations de lynx nous permet de rassembler un grand nombre de données et avec ces données, on peut faire des modèles. Des modèles? Des modèles mathématiques, qui sont des représentations simplifiées de la réalité. Ils nous permettent aussi de nous projeter dans le futur et de construire des scénarios. Oh! Pour chaque scénario, on modifie un paramètre. Par exemple, la connectivité ou encore le réchauffement climatique. Puis on regarde l'impact sur la viabilité des populations. On a le scénario tendanciel, c'est-à-dire un scénario où les tendances que l'on observe actuellement se poursuivent. Si la dynamique de la diversité génétique reste la même, on voit qu'il y a quasiment une chance sur 5 que la population disparaisse d'ici 2130. Une chance sur 5? C'est beaucoup! Oui, c'est beaucoup. Ça classe le lynx dans la catégorie des espèces vulnérables. Mais on a aussi des scénarios favorables, avec une meilleure connectivité entre les populations, une meilleure gestion des ressources naturelles, etc. Ces scénarios permettent la conservation des populations de lynx. Et on a aussi des scénarios plus défavorables. Si on continue d'artificialiser les sols, si la connectivité des populations se dégrade, si les collisions sur les routes augmentent. Et là... Mais là, c'est la catastrophe! Ce sont des scénarios possibles, malheureusement. Mais alors, comment faire pour favoriser un scénario favorable? Pour prendre le bon chemin? Justement, l'ESCO propose plusieurs recommandations pour améliorer la viabilité du lynx boréal en France. Ah! Alors, allons-y! Recommandation numéro 1. Adopter une approche socio-écosystémique et de long terme de la viabilité de la métapopulation française de lynx boréal. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la viabilité du lynx en considérant l'ensemble des aspects écologiques et sociaux. C'est pour cela qu'on parle de socio-écosystème. On doit avoir une approche interdisciplinaire, comme nous l'avons fait dans l'ESCO. La dynamique des populations de lynx est impactée par les activités humaines, la gestion du territoire, des sols et des ressources. Il faut être capable de considérer tous ces aspects à la fois. C'est-à-dire qu'on considère la nature et les hommes comme faisant partie d'un même système? Voilà. Un socio-écosystème. Exactement. Recommandation numéro 2.
associer 3 stratégies de conservation. Première stratégie, améliorer la connectivité entre et au sein des zones d'habitat favorables. La connectivité est essentielle à la conservation du lynx. Si les lynx peuvent mieux circuler, ils peuvent coloniser de nouveaux espaces, se rencontrer plus facilement et la diversité génétique augmente. Il faut limiter la fragmentation du territoire. Par exemple, on peut favoriser la création d'espaces protégés, améliorer la continuité des zones forestières, limiter la création de nouvelles routes et augmenter le nombre de passages à faune. Cela permettrait aussi de limiter les collisions car un grand nombre de lynx meurent sur les routes et les voies ferrées. Deuxième stratégie, réduire les destructions de lynx. Les destructions ? C'est le terme juridique. En clair, le fait que des lynx soient abattus, illégalement ou éventuellement légalement. Et pour empêcher cela, il faut augmenter les moyens d'action de la police de l'environnement. Le lynx est rare, chaque individu compte. Dès que le taux de mortalité augmente, la viabilité de la population chute rapidement. Chaque individu compte. Troisième stratégie, réaliser des opérations de translocation. On peut améliorer la diversité génétique d'une population en déplaçant des individus d'une autre population, ce qui permet d'augmenter le brassage génétique et donc la viabilité. Et si on relâchait des lynx pour renforcer les populations ? C'est une possibilité, mais c'est un processus long et complexe. On peut relâcher des lynx qui ont été capturés en milieu naturel ou qui ont été élevés en captivité, ou même des orphelins qui peuvent être réhabilités dans la nature. Il est beau quand même. Oui, et ça nous aide à attirer l'attention sur cette espèce. Mais il y a bien d'autres raisons de le protéger, son rôle dans l'écosystème notamment. Recommandation numéro 3, favoriser la disposition des acteurs à vivre avec le lynx boréal. L'ESCO a mené des recherches sur les aspects plus sociologiques de la question du lynx. Nous avons tous des expériences différentes de la nature en général et du lynx en particulier. Par exemple, un chasseur peut le voir comme un prédateur qui impacte la population de chevreuils disponible à la chasse. Un éleveur peut le voir comme une menace pour son troupeau de chèvres ou de brebis. Pour le forestier, le lynx peut être un allié pour limiter les dégâts des ongulés sur les jeunes arbres, etc., etc. Mais attention, un chasseur peut aussi être un forestier. Ou un naturaliste, ou un éleveur. Et oui, et les points de vue peuvent varier au sein d'un même groupe d'acteurs. Moi, je pense que le lynx est un symbole de la biodiversité et qu'il faut le protéger. Voilà, vous voyez, on a tous un regard différent. Il faut assurer un dialogue dans la durée avec l'ensemble des acteurs concernés. Le travail avec les professionnels de l'élevage et les chasseurs doit se poursuivre pour mieux comprendre les contraintes liées à la prédation et y répondre par des mesures adaptées. Tous doivent être associés à d'éventuels projets de renforcement des populations et à la lutte contre les destructions illégales. Vous avez raison. Il faut réussir à se parler et à travailler ensemble, y compris à plus grande échelle, car la recommandation numéro 4, c'est de développer la coopération internationale. Et oui, les lynx ne s'arrêtent pas aux frontières nationales et la population présente en France couvre plusieurs pays d'Europe de l'Ouest. Il faut partager l'information et se coordonner avec les autres pays, en particulier si l'on veut mener des programmes de renforcement. Et enfin, la recommandation numéro 5, combler les lacunes de connaissances. Effectivement, il nous reste beaucoup à apprendre sur le lynx et les différents aspects de sa conservation. Il faut suivre en continu son évolution au sein des socio-écosystèmes pour affiner nos connaissances et adapter les mesures en conséquence. Il nous reste tant à apprendre, mais c'est déjà la fin de notre émission. Merci Chloé pour votre éclairage sur la conservation et la viabilité du lynx boréal. On se dit que ce n'est pas gagné, mais qu'il peut tout à fait y avoir encore des lynx en France en 2130. Il n'en tient qu'à nous. Un dernier mot ? L'avenir du lynx est entre nos mains à tous. J'espère que notre travail permettra d'éveiller une volonté collective de le protéger et d'améliorer sa viabilité. Merci de nous avoir reçus. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir de plus près le travail de l'ESCO. Le résumé exécutif est disponible ici. À bientôt. À bientôt.